Eh bien, bonjour à tous. Et transition incroyable après l'IA, l'informatique au sens incroyable du terme et de la robotique. On va parler un peu de l'humain. On va parler d'accessibilité numérique. Alors, je vois que la salle n'est pas comble comme pour l'IA. Le sujet est moins vendeur, ça fait moins, ça parle un petit peu moins de ce qu'on peut faire et des incroyables possibilités. Mais l'idée ici, ça va être d'aborder ce sujet de l'accessibilité numérique, donc de rendre accessibles les sites internet et les e-commerce aux personnes handicapées pour s'assurer d'avoir un accès à l'information et aux démarches qui peuvent être faites qui soient équivalentes pour tout le monde. Donc moi, je suis Christophe Goujon, je suis expert en accessibilité numérique chez Access 42, donc une société spécialisée dans l'accessibilité numérique. On ne fait que ça. On n'a pas de partie qualité, on n'a pas de partie développement, donc on fait vraiment que de l'access. Et donc c'est pour ça qu'on est connu sur la formation et de l'audit surtout. Donc c'est pour ça que je vais vraiment vous parler du sujet de l'accessibilité numérique. Pour commencer, c'est quoi l'accessibilité numérique? La définition, on va dire générale, c'est que ça consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap, les personnes handicapées. L'idée ici, ça va être de s'assurer que tous les contenus soient atteignables, accessibles, quelles que soient les technologies d'assistance qui peuvent être utilisées par les personnes handicapées. On va voir qu'il existe beaucoup de types, que c'est un vaste sujet qui doit être pris en charge, on verra aussi après, hein, dans tous les projets et dès le début si possible. Donc, type de handicap, je viens d'en parler. Qu'est-ce qu'on a en gros comme type de handicap? On va avoir deux catégories, on va avoir les handicaps physiques et sensoriels. Donc on va avoir les handicaps visuels, on se dit handicap visuel, ok, bon, je vois à peu près ce que c'est. En réalité, c'est assez vaste déjà, puisqu'on va avoir les personnes qui ne voient pas du tout l'écran, donc des cécités totales, des personnes aveugles, qui naviguent avec une technologie d'assistance qui s'appelle un lecteur d'écran, qui leur permet de lire, de vocaliser ce qui est présent à l'écran pour que ça soit restitué et qu'elles puissent comprendre et atteindre les contenus. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles de la perception des couleurs, daltonisme, qui est une maladie qui est assez connue. Ça peut être des visions monochromiques aussi, des personnes qui ne perçoivent pas du tout les couleurs, qui vont avoir une vision en sorte de noir et blanc, par exemple. Ça va être toutes ces choses-là. Et on voit que déjà, dès le premier point, on se rend compte qu'il y a plein de choses à prendre en compte et qu'on ne va pas pouvoir apporter la même réponse à tout le monde. Autre type de handicap, les handicaps auditifs. Encore une fois, on peut se dire, ok, je vois à peu près ce que c'est, une personne sourde, elle n'entend pas. Tout ce qui est multimédia, ça va être problématique. On va ajouter des sous-titres. C'est vrai. Mais les personnes qui sont notamment les personnes sourdes vont avoir comme langage naturel la LSF, donc la langue des signes française. Vous avez aussi la ALS, c'est l'American Language Sign, avec mon accent de l'Arkansas, c'est incroyable, qui permet de parler. C'est-à-dire que leur langue naturelle, c'est celle-là. Le français peut être compliqué, dans le cas de la LSF, le français peut être compliqué pour ces personnes-là. Donc là encore, l'impact direct, ça va être pour tout ce qui est sonore, auditif, mais l'impact indirect, ça peut être sur des contenus qui peuvent être compliqués. Des formulaires, e-commerce, on parle de formulaires quand même, on en a beaucoup, création de compte, formulaires de paiement, les tunnels d'achat peuvent être compliqués aussi pour ces personnes-là. Handicap moteur, ça va être des personnes qui vont avoir des difficultés motrices, hein, comme son nom l'indique, avec des difficultés qui peuvent être là aussi assez variées, des personnes qui ne vont pas pouvoir du tout manipuler un écran tactile, les applications mobiles, ni un clavier, ni une souris, peut-être des contacteurs au souffle par exemple qui peuvent être utilisés, ou un contrôle vocal. Encore une fois, ça peut être aussi des personnes qui ont des tremblements. Donc, sur déjà cette première partie des handicaps physiques et sensoriels, vous voyez qu'on a quand même déjà beaucoup d'éléments qui doivent être pris en compte et qui sont très variés, extrêmement variés. L'autre partie, ça va être les handicaps mentaux. Handicaps mentaux, là pour le coup, c'est encore plus varié, puisqu'on peut avoir des degrés qui sont extrêmement différents entre différents types. Et d'aller d'un élément qui est très important avec un handicap, par exemple intellectuel, avec un retard mental, qui va être très important, qui va empêcher certaines personnes d'effectuer des démarches, ou des handicaps, ce qu'on appelle des troubles cognitifs, par exemple, les cas les plus connus, hein, ça va être les troubles 10, donc dyslexie, dyspraxie, dysphasie, tous les troubles qui peuvent avoir un impact, soit pour la lecture, soit pour l'apprentissage des numériques, par exemple, qui est la dyscalculie, qui peut avoir aussi un impact. Dyscalculie, vous avez des fois certainement rempli des captchas où il faut faire une addition, combien font 10 plus 2? Et bien des personnes qui ont des troubles de dyscalculie ne peuvent pas répondre parce qu'elles ont des difficultés à l'apprentissage du numérique. Donc, ça, c'est la première partie. On voit qu'à partir de ces types de handicaps-là et de ces impacts, on va pouvoir en détecter des impacts utilisateurs
Et avec ces impacts utilisateurs-là, on va pouvoir travailler sur des réponses à apporter. Aujourd'hui, l'accessibilité numérique, en plus d'avoir un impact pour les personnes handicapées, c'est aussi des obligations légales. Donc on a des obligations légales pour le secteur public aujourd'hui, donc tout ce qui est secteur public ou délégataire de missions de service public, et les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions d'euros en France sont concernées. Dans ces cas-là, on a des règles assez précises de fournir une déclaration d'accessibilité, d'être 100% conforme. Donc ça, c'est ce qui existe en France depuis plusieurs années maintenant, puisque ça a commencé en 2005, ça a été repris en 2019 et en 2023. Et on a aujourd'hui la directive européenne, la EAA, je ne vous dirai pas le nom en anglais parce que vous allez rire de mon accent, la EAA qui va ajouter depuis le 29 juin de cette année, donc il y a quelques mois, qui est arrivée et qui va aujourd'hui s'assurer de l'accessibilité de certains secteurs en particulier. Vous avez des secteurs ici, audiovisuel et surtout e-commerce, donc ensuite livre numérique, services bancaires, téléphonie, transport, mais le e-commerce c'est ce qui va nous intéresser ici. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas exempté sous forme de micro-entreprise pour vos sites ou vos applications mobiles de e-commerce, vous devez répondre aux obligations d'accessibilité. Donc l'exemption, elle est pour ce qu'on appelle les micro-entreprises, moins de 10 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc dès que vous répondez, vous dépassez l'un des deux seuils, vous rentrez dans le cadre des obligations et des contraintes légales qui vont s'appliquer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de monde qui va être concerné, beaucoup plus en tout cas, concerné par l'accessibilité numérique depuis cette obligation-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a deux obligations légales. La première, c'est être conforme à la norme européenne, la norme EN 301-549. Donc quand on dit être conforme, ça veut dire être à 100% de conformité. Ça veut dire que si vous faites un audit d'accessibilité, vous ne devez pas avoir une seule case en rouge. C'est assez difficile quand on voit qu'aujourd'hui, enfin difficile, c'est pas impossible, hein, il y a des sites qui arrivent, mais quand on voit aujourd'hui la moyenne des résultats d'un audit d'accessibilité qui sont assez faibles, et ne parlons pas des applications mobiles qui sont encore plus faibles, on se dit qu'il y a quand même du travail sur l'accessibilité. Deuxième point, ça va être d'informer les personnes handicapées et les autorités de contrôle. Il n'y a pas de règle particulière pour l'EAA. On va juste définir son autorité de contrôle et lui dire « Ok, ben moi je suis conforme à tant de pourcents ». L'autorité de contrôle dans le cas du e-commerce, c'est la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Répression des Fraudes et de la Concurrence. Il me manque un C, peu importe. Vous voyez ce qu'on va voir. Pour aller plus loin sur ces contrôles et sanctions, on a publié un article sur notre site Access 42. Vous pouvez avoir plus de détails. Ici, ce n'est pas le but de faire une conférence de juristes pour des juristes. Ici, on va voir ce qui va nous intéresser le plus, c'est des cas pratiques. Ce que vous allez pouvoir retrouver dans des cas pratiques de e-commerce que vous avez déjà vu, pratiquer, développer, proposer, si vous êtes PO, sur du e-commerce et des éléments et pourquoi ça peut être problématique et comment ça peut être résolu. Premier cas, information dans l'image. On a un exemple ici avec un vélo. Alors, je me suis moqué de l'IA tout à l'heure. L'image est générée par IA. Images qu'on peut retrouver sur des sites, que ce soit si on achète du mobilier par exemple, si vous allez sur des sites de mobilier, vous avez la dimension d'un canapé, la dimension ici entre l'anthrax de roues sur un vélo, vous avez plein de solutions comme ça, plein d'éléments. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout ce qui va passer par l'image. Ça peut être une information sur des promotions. Vous avez des fois une pastille qui est à l'intérieur avec moins 10% sur un produit. Si cette information elle est passée uniquement dans l'image, ça va poser un problème à qui ? À plein de monde en fait. Aux personnes aveugles qui ne verront pas l'image, assez classique, aux personnes qui vont avoir une déficience visuelle, puisque les personnes peuvent utiliser un zoom d'écran qui va être très important. Vous avez des personnes qui vont utiliser un zoom à 400% et en plus de ça, approcher l'écran de leur œil pour consulter correctement, qui ne verront pas en détail l'information. Ça peut avoir aussi un impact pour les personnes qui ont des troubles cognitifs ou des troubles intellectuels, des personnes qui vont avoir du mal à lire des textes parce qu'elles vont avoir besoin d'espacer les caractères, de changer les couleurs, d'affecter n'importe quoi qui pourra leur faciliter la lecture. Donc les personnes déficientes visuelles n'auront pas du tout l'information et on va avoir des difficultés de compréhension. La solution c'est quoi ? On en a plusieurs. La plus simple ici, ça va être d'ajouter le même niveau d'information pour les personnes handicapées de manière textuelle. C'est ce qu'on va appeler une alternative dans le monde de l'accessibilité numérique et l'alternative, ça sera toujours la solution adaptée. C'est-à-dire qu'on va avoir du texte. Le texte, ça peut être
espacé, ça peut être changé de couleur, ça peut être adapté à la lecture, et ça va surtout être restitué par les techno-assistances, donc le lecteur d'écran dans le cas d'une personne aveugle. L'exemple ici qu'on pourrait donner pour notre vélo magnifique, on va pouvoir rajouter un texte dans la partie caractéristiques ou description qu'on retrouve toujours dans l'e-commerce qui va reprendre l'information passée. Donc ici dans l'exemple, longueur entre axes de roue de 56 cm. De cette manière-là, on n'a plus de perte d'information pour les personnes handicapées et on se retrouve avec plus de difficultés pour ces personnes-là de consulter l'information, qui veut dire aussi d'un point de vue business, potentiellement plus facilement acheter un vélo dans ce cas-là. Alors vous allez me dire, oui, mais les personnes aveugles ne font pas de vélo. Bon, c'est pas vrai, déjà. Et en plus de ça, on ne peut pas prendre cet exemple-là. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu le cas avec un client qui m'a dit, mais de toute façon, je m'en fous, je vends des matériels de sport, les personnes aveugles, elles ne font pas de sport de ce que je vends. En réalité, c'est pas vrai parce que déjà, c'est pas vrai. Les personnes handicapées font du sport, peuvent faire du sport, suivant leur handicap, mais aussi elles peuvent acheter pour d'autres personnes. Et c'est là aussi où on va se couper d'une partie des clients directement à cause de cette limitation ici. Je ne suis pas expert SEO, je ne rentrerai pas dans le cas du SEO ici, mais je pense aussi que ça va avoir un impact sur le référencement si on a des éléments comme ça qui sont passés. Autre cas pratique, le système de notation. Vous en avez tous vu plein de fois, on a un exemple avec des étoiles, il y en a différents, ça peut être des euros, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc ça peut être soit une notation qui a été faite par les clients, soit une notation qui est proposée comme sur les produits, par exemple pour des produits moins chers, pas chers, vous avez des éléments avec des euros qui sont en couleur ou pas. Cet élément-là, c'est pareil, on va avoir plusieurs problématiques qui vont arriver. On va avoir notamment pour les personnes qui vont être déficientes visuelles ou les personnes aveugles qui ne pourront pas voir ces éléments-là. Deux solutions, on va avoir encore, ça va être toujours la même, la solution elle est proposée en haut, ça va être de s'assurer deux choses, d'avoir un contraste suffisant pour les personnes qui perçoivent mal les couleurs. Avoir un contraste suffisant, ça veut dire, on a des règles assez précises en accessibilité. L'accessibilité, c'est un agrégat de règles de partout. Le ratio qui doit être basé sur un calcul d'un algorithme, je vous passe l'algorithme, et s'assurer d'avoir un ratio suffisant pour que les personnes qui ont des déficiences visuelles soient en mesure de consulter l'information et d'avoir l'information qui passe. Donc on avait du jaune sur les problématiques. Le jaune avec le blanc qui était proposé n'était pas conforme puisqu'on avait un ratio inférieur à ce qui est attendu de 3 entre la couleur de fond et la couleur de l'icône. Ici, on a remplacé, vous voyez dans l'exemple de correction, par des étoiles en noir, tout simplement. Le noir avec le blanc, c'est un contraste qui est plutôt pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que tous les textes habituellement sont écrits en noir sur blanc. Donc c'est une des méthodes qui va répondre aux besoins des personnes qui ont des déficiences visuelles. Mais il faut faire attention que tout le monde ait accès à l'information. L'erreur qu'on peut commettre en accessibilité, qu'on trouve parfois, c'est de traiter un problème pour un type de handicap, un seul type de personne. Vous trouvez souvent ça parce qu'on fait un test au lecteur d'écran. Les développeurs font un test au lecteur d'écran et disent c'est bon, ça passe, j'ai tout entendu. Sauf qu'en fait, on va se retrouver avec des problématiques pour les personnes qui vont naviguer en voyant l'écran, avec un contrôle vocal ou d'autres éléments. Donc ici, on va avoir un ratio suffisant, un ratio supérieur à 3 en mettant les couleurs noires. Mais on va devoir aussi proposer sous forme textuelle, comme on a vu juste avant, le même niveau d'information. Et qu'est-ce qu'on apparaît ici comme niveau d'information? On peut avoir 4,5 qui est la note, mais on va avoir la note maximale. Parce que si on passe juste 4,5 pour les personnes aveugles, elles ne vont pas savoir si c'est 4,5 sur 5, sur 10, sur 20, sur 40, sur 200, et ça va tout changer dans leur compréhension. Donc ici, l'idée encore une fois, vous allez voir, mais c'est de bien penser, vous allez voir sur les autres slides, c'est de bien penser à tout le monde et de s'assurer d'avoir une réponse cohérente à chaque fois. Dans la même idée, on a vu le système de notation, on voit les commentaires produits qu'on peut apporter sur des éléments. Donc ça va être des clients qui vont pouvoir aller ajouter quelque chose pour dire à quel point ils sont contents, satisfaits ou mécontents dans certains cas. Mais ça, il y a les modérations pour couper les commentaires mécontents. À quel point ils sont contents. Ces commentaires produits, en fait, jusqu'ici, il n'y avait pas trop de règles. En fait, on avait juste le règlement du référentiel français qui est l'H2A qui est arrivé, mais on n'avait pas plus de choses que ça. Aujourd'hui, avec la norme européenne, on va avoir beaucoup plus de choses à vérifier ici, puisqu'on a une nouvelle thématique qui est apparue, pas par magie, mais qui a été pris en compte aujourd'hui, issue des directives internationales, des normes internationales, et qui arrive ici. Tous les contenus qui vont être publiés
doivent être accessibles aux personnes handicapées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez mettre en place un système qui va permettre de créer du contenu, c'est vrai pour un CMS, la gestion du contenu et du produit, mais c'est vrai aussi pour les commentaires clients. C'est-à-dire qu'une personne qui va aller ajouter un commentaire sur un produit, il faut qu'elle soit en mesure elle-même de créer du contenu accessible. Ça veut dire que si vous créez du texte brut, pas grand-chose à dire, le texte brut c'est bien interprété, il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, si dans vos commentaires produits, comme vous pouvez le voir sur plein de sites très connus, on peut ajouter des vidéos, des photos. Ah, j'ai acheté cette machine à café, elle est incroyable dans ma cuisine, elle fait très jolie avec sa couleur pourpre. Dès qu'on va faire ça, en fait, il va falloir pouvoir gérer les photos, les images, les vidéos. C'est-à-dire que si on met une image, il va falloir qu'on permette à l'utilisateur de définir si l'image est décorative, si elle est porteuse d'informations, et dans le cas où elle est porteuse d'informations, qu'ils sont en mesure de créer une alternative à ça. Ça veut dire que dès que vous allez penser à ajouter une fonctionnalité sur votre site e-commerce, vous dire ah ouais mais ça c'est super si on ajoute ça, il va falloir penser ok, est-ce que c'est pris en compte par la norme européenne et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc ici, il n'y a pas de règle de particulière, étant donné que ça va avoir un impact pour tout le monde, puisqu'on va pouvoir créer n'importe quel type de contenu ici, il va falloir proposer une alternative à chacun d'eux. Donc il faut prévoir ces fonctionnements-là. C'est vrai aussi, si vous pouvez commenter n'importe où, vous pouvez commenter sur n'importe quel site, même hors du e-commerce, ça pourrait être le cas aussi. Dès qu'on va pouvoir créer du contenu pour des personnes qui va être publié, il faut que ça réponde à ces besoins-là. Donc s'assurer de proposer des solutions pour créer des commentaires et des éléments qui soient complètement accessibles. Variante de produits, donc ça on a ça souvent sur l'e-commerce, on arrive sur un produit, je veux acheter un iPhone et j'ai plusieurs solutions. Je veux acheter, est-ce que c'est un 256 Go, 512 Go, je peux choisir rose, bleu, vert, ce que je veux. Ce type de fonctionnalité pose pas de problème en elle-même, on peut très bien faire ça toujours, mais ça va dépendre de comment on l'implémente. Si on l'implémente avec des liens et on a une page produit, par produit, c'est-à-dire que j'ai une page pour un iPhone rose de 256 Go et j'ai une page pour l'iPhone rose de 512 Go, etc. Il va falloir gérer cet élément-là comme des liens, puisqu'un lien va permettre d'ouvrir une nouvelle page. Donc ici, on va s'assurer d'avoir un lien qui va être suffisamment pertinent pour qu'une personne puisse le comprendre. Une personne aveugle va pouvoir avoir cette information du lien. Donc on va s'assurer d'avoir un nom accessible pertinent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste 256 Go, on va pouvoir ajouter iPhone rose de 256 Go dans ce qu'on appelle le nom accessible. Le nom accessible, c'est ce qui va être restitué par les technos d'assistance, donc il va être directement envoyé au lecteur d'écran. On va s'assurer aussi d'avoir un intitulé non accessible qui reprend le nom visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre nom visible qui est affiché à l'écran, on voit 256 Go, il faut que dans le nom accessible, on retrouve ça. Le problème qu'on va avoir ici, et vous le voyez en haut, c'est pour les personnes qui ont un handicap moteur. Les personnes qui ont un handicap moteur, elles vont naviguer pour certaines d'entre elles avec un contrôle vocal, c'est-à-dire qu'elles vont parler à leur ordinateur ou à leur téléphone pour effectuer une action. Quand elles vont parler, elles vont dire appuie sur 256 Go. Elles ne vont pas chercher dans l'écran, afficher en mode gris ou autre, elles vont parler et dire l'action qui est attendue. C'est-à-dire que si vous ne me reprenez pas dans le nom accessible, c'est-à-dire l'information qui est connue par la techno-assistance, ce qui est affiché à l'écran, vous allez avoir un élément ça va être décorrélé. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va dire appuie sur le bouton 256 Go, et si sa technologie d'assistance, le nom accessible qui lui est donné, c'est iPhone rose, elle ne pourra jamais activer cet élément-là. C'est pour ça qu'on va demander toujours en accessibilité que le nom visible soit repris dans le nom accessible. Ça veut dire qu'on peut le complexifier, on peut ajouter des informations pour les personnes handicapées, pour les personnes aveugles notamment, mais on veut à minima récupérer cette information-là. Et ça c'est hyper important et vous allez retrouver sur tous les types, toutes les thématiques en fait, que ce soit des liens, des champs de formulaire, des boutons, tout ce qui va être interactif, on va s'assurer d'avoir le même niveau d'information visible et accessible. Dans le cas où la variante, on revient à notre variante, c'est des produits avec des boutons. C'est-à-dire que j'ai une seule fiche produit et je vais avoir deux choix. Je vais pouvoir sélectionner est-ce que c'est un iPhone de 512 ou de 256 Go. Si c'est un bouton, il va falloir qu'on passe l'information de l'élément qui est sélectionné. Parce que si on ne passe pas cette information, une personne qui va naviguer au lecteur d'écran va perdre l'information, elle ne va pas savoir quel iPhone elle va mettre dans le panier. Ce qui peut être assez fortement problématique parce qu'elle peut se tromper et arriver au panier, se rendre compte qu'elle s'est trompée, revenir sur la page, perdre l'information à nouveau. Et donc déjà la navigation est fastidieuse pour les personnes handicapées, c'est encore plus si on leur ajoute des bâtons dans les roues. Donc on va passer cette information-là et il faut toujours penser aux personnes qui ont des déficiences visuelles.
Vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit il faut passer un ratio suffisant, mais là c'est pareil, il faut qu'on ait moyen de détecter de manière accessible et visible quel est l'élément sélectionné. Donc pour ça, on peut ajouter une forme, un état, une indication, une couleur suffisamment contrastée, mais il va falloir passer l'information aussi pour les personnes qui perçoivent mal les couleurs ou qui ont des difficultés visuelles. Carrousel, invention géniale ou diabolique, suivant de quel côté on se place. Vous avez toujours vu des directeurs artistiques qui ont trouvé quelque chose d'incroyable avec les carrousels. Les carrousels, ça a posé des problématiques de navigation. Alors, ça existe des carrousels accessibles. Si je peux vous donner un conseil entre nous, n'en mettez pas sur le site e-commerce parce qu'en termes d'accessibilité, c'est extrêmement compliqué d'en trouver des accessibles. Alors il en existe, hein. Je ne dis pas que c'est pas à faire, mais ne le faites pas. Navigation clavier compliquée, navigation clavier, on va avoir des personnes qui naviguent avec un lecteur d'écran, vont forcément naviguer au clavier. Un aveugle ne peut pas se déplacer avec une souris puisqu'il ne voit pas l'écran. Mais aussi des personnes qui ont un handicap moteur. Handicap moteur vont naviguer aussi au clavier parce qu'ils ont des difficultés de tremblement ou de mouvement difficiles avec la souris. Autre problème que ça peut créer, c'est l'accès à l'information qui va être lourde avec un lecteur d'écran. Puisqu'en fait, si on veut faire un carrousel complet conforme, il va falloir ajouter pas mal d'informations pour que l'utilisateur sache, l'utilisateur aveugle, sache ce qui se cache derrière. Parce qu'en fait, pour eux, quand ils arrivent sur une nouvelle page, c'est un nouveau mode. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas s'il va y avoir un menu, ils ne savent pas s'il va y avoir un carrousel, ils ne savent pas ce qui se passe en fait. Donc on va leur passer des informations en plus pour l'indiquer, le guider dans sa navigation. Et ça, c'est grâce à des propriétés, on en parlera après, des propriétés ARIA notamment, qui vont pouvoir ajouter des informations pour présenter ça de manière assez évidente. L'autre problème des carousels, c'est ceux qu'on ne peut pas mettre en pause. Vous avez certainement vu ça, ils tournent. Ils tournent, ils tournent, ils ne s'arrêtent jamais. En fait, on a les personnes qui vont avoir des troubles de déficit de l'attention, donc c'est connu, c'est avec le TDAH, donc trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces personnes-là peuvent être impactées dans la consultation complète de la page. C'est-à-dire que si vous avez sur votre e-commerce un carrousel qui tourne sans s'arrêter, sans pouvoir le mettre en pause, sans pouvoir le masquer, vous avez des personnes qui ne pourront pas naviguer sur votre site, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aller acheter un vélo ou aller acheter quelque chose. Donc ça fait partie des éléments aussi qu'on va pouvoir retrouver dans les problématiques. Réponse assez simple aux solutions apportées, mettre en pause les animations, quelles qu'elles soient, hein, même si c'est un carrousel, mais ça peut être toute autre chose, et s'assurer de respecter les informations structurelles, on en a parlé, pour avoir quelque chose de concret et de cohérent pour les personnes handicapées. Système d'onglet, divulgation. Alors, divulgation, c'est un joli mot, c'est affichage, masquage de contenu, en fait. On peut trouver ça dans plein d'éléments. Les systèmes d'onglet, dans le panier, switcher entre panier et mes listes. Vous savez ça aussi dans la partie mon profil, souvent. Et vous avez des zones qui s'affichent et qui se masquent. Vous avez des fois dans les pages produits, les catégories qui s'affichent et qui se masquent, les caractéristiques, ou dans le panier directement. Si vous pouvez ajouter un code promo, comme on a l'exemple ici, qui peut être ajouté, qui va être une zone qui s'affiche et qui se masque. Les problèmes qu'on va avoir sur tous les composants complexes, là c'est 2 exemples parmi beaucoup. Le problème sur ces composants complexes, alors on appelle ça des composants complexes dans l'accessibilité. Évidemment, vous allez me dire, c'est pas compliqué de faire ça, une zone qui s'affiche et qui se masque, c'est vrai, mais on appelle ça des composants complexes, c'est du point de vue de la navigation et de l'utilisabilité par les personnes que c'est complexe. Si vous avez un composant qui est mal implémenté, vous ne pouvez tout simplement pas l'utiliser. Avec les techno-assistances, avec un contrôle vocal, avec un lecteur d'écran, au clavier, vous pouvez avoir des éléments qui sont carrément inaccessibles. C'est-à-dire qu'une personne va être complètement bloquée ici et ne pourra pas naviguer dans le site. Les solutions, vous en avez plusieurs, vous en avez surtout une qui est intéressante, c'est de s'appuyer sur les motifs de conception ARIA. Alors ARIA, c'est un acronyme pour application riche d'Internet, en gros. Je ne le dis pas en anglais, hein, vous avez compris, hein. C'est douteux mon anglais. Vous avez cette possibilité-là, il y a beaucoup de motifs de conception qui sont proposés par ARIA. Vous avez ce qu'on appelle des design patterns ARIA qui permettent de créer n'importe quel élément. Donc vous avez des patterns pour les carousels, on en a parlé juste avant. Vous avez des patterns pour les zones qui s'affichent et qui se masquent. Vous avez des patterns pour les fenêtres modales. Vous en avez pour plein de choses. C'est pas la solution miracle, c'est pas la solution ultime. Il faut quand même vérifier ces éléments-là, mais ça peut être une approche, en tout cas, niveau technique, pour répondre à ces besoins-là. On a un point en plus dans le cas d'interaction qui peuvent être faites par les personnes handicapées, c'est qu'on va ce qu'on appelle repositionner le focus. Vous pouvez trouver des fois le terme de reprise de focus de l'utilisateur. Une personne qui navigue au clavier, elle va se déplacer dans l'écran, qu'elle soit voyante ou pas. Une personne qui navigue au clavier juste sans souris ou une personne qui est aveugle va naviguer en gros de la même manière. Elle va atteindre des éléments.
quand il y a des interactions qui sont faites sur ces éléments-là et qu'on veut pousser l'utilisateur vers une solution, on va repositionner le focus. C'est-à-dire qu'on va aller mettre l'utilisateur à un endroit précis où c'est intéressant et où c'est pertinent pour lui de continuer sa navigation. Ça, c'est pareil, c'est des éléments qu'on va aller vérifier lors d'un audit et qu'on va s'assurer d'avoir quelque chose de cohérent. Il n'y a pas de règle, hein, c'est juste que ça soit cohérent, pertinent et qu'on ait une logique certaine à ce niveau-là. C'est dernier cas pratique, dernier point, au niveau des formulaires, et c'est très souvent le cas encore une fois en e-commerce, vous avez beaucoup de données personnelles qui sont attendues. Quand vous créez votre compte utilisateur, vous avez des données personnelles qui sont attendues. Vous avez nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, plein de choses qui sont demandées. Quand vous allez arriver dans votre système, dans votre tunnel de paiement, vous allez avoir d'autres éléments qui vont être demandés aussi. Adresse de facturation, adresse de livraison, un code postal, une ville, un téléphone, encore une fois, s'il n'a pas été renseigné. Saisir dans un formulaire, c'est fastidieux pour tout le monde en fait. Au lecteur d'écran, il faut atteindre le formulaire, il faut ensuite saisir, on va passer en mode formulaire puisque le reste du temps, les raccourcis, les lettres du clavier sont utilisées pour créer des raccourcis, des points d'entrée dans la page. Donc c'est fastidieux. Une personne avec un handicap intellectuel, dyslexie, trouble 10 cognitif, va être impactée. Des personnes avec des troubles psychiques aussi peuvent être impactées. Des personnes sourdes aussi. On a vraiment la quasi-totalité des personnes qui vont être impactées, même si ce n'est pas un impact majeur et bloquant. Ici, ça va être quand même un impact de navigation. L'idée ici va être assez simple, c'est de s'ajouter des propriétés dans chaque champ qui attend des données personnelles, permettant aux utilisateurs de pré-remplir les données et les formulaires. Donc aujourd'hui, vous avez les navigateurs qui gèrent ça plutôt bien, avec Chrome, Firefox, n'importe quel navigateur, Safari que vous pouvez utiliser, permet de renseigner ces données personnelles et de les gérer. Vous avez aussi des outils qui sont utilisés par les personnes handicapées pour gérer ça, qui sont bien antérieurs aux solutions qui sont proposées aujourd'hui par les navigateurs. Ça c'est pareil, c'est un élément, dès que vous allez avoir des formulaires, contacts ou autres, à y penser et à voir ce genre de cas qui va impacter beaucoup de monde aussi de ce côté-là. On a fini sur les cas pratiques, maintenant on va à une conclusion assez simple. Au niveau de la prise en charge de l'accessibilité numérique, en fait, il faut la prévoir dès le début du projet. Ce matin, j'ai eu la chance d'être spectateur d'une conférence qui a été donnée sur la partie SEO, sur l'accessibilité. Et on parlait de cette prise en charge dès le début du projet. C'est vraiment ça qu'il faut faire, puisqu'en fait, sinon, si vous arrivez sur un site qui est déjà tout fait, avec beaucoup d'éléments, et que vous trouvez à devoir le corriger, c'est incroyablement dur. Réellement, ça va vous créer beaucoup de problématiques. Vous allez avoir un audit déjà qui va être catastrophique. Donc si vous êtes développeur, votre chef de projet va arriver à dire pourquoi c'est tout rouge, pourquoi on est à 20% de conformité, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est un vrai problème. Et ensuite, vous allez avoir vos graphistes, vos UX qui vont arriver, vos directeurs artistiques qui vont dire mais pourtant, j'avais fait un super choix, j'avais mis un super carrousel incroyable et il n'est pas conforme. Mais en fait, vous avez ces problématiques-là. Donc, gérer cette prise en compte dès le début avec des personnes qui sont formées. La formation, c'est vraiment la base. Alors, je ne dis pas de tous se former à l'accessibilité. Enfin, si, je vous le dis, mais en tout cas, déjà, un premier point, c'est la sensibilisation. Ce qu'on appelle la sensibilisation à l'accessibilité numérique, c'est que tout le monde qui intervient sur le projet sache de quoi on parle. Sache c'est quoi les impacts utilisateurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est quoi les réponses qui peuvent être apportées, comment on peut gérer ça. Donc dès le début, on va prendre en charge ça et on va, si possible, se former ou au moins s'appuyer sur des personnes formées. Des référents Access dans une société, ça marche très bien. Nous, on accompagne des sociétés qui ont un référent Access. Ça permet de créer un niveau entre nous qui venons faire l'audit et conseiller sur des points très précis et une personne qui permet de répondre déjà aux besoins de base et j'allais dire évangéliser l'entreprise sur l'accessibilité numérique. L'autre point, c'est que l'accessibilité numérique, ça couvre évidemment beaucoup de cas utilisateurs qui doivent tous être pris en compte. J'en ai déjà parlé, on a vu quelques cas pratiques ici. L'idée, c'est que tous les éléments qui doivent être couverts en fait et doivent répondre à tous les besoins des personnes handicapées, quels qu'ils soient. Donc, on a un référentiel aujourd'hui en France qui est l'H2A, qui contient 106 critères et qui permet de couvrir la plupart des cas et des thématiques. Certaines thématiques sont manquantes, mais elles arrivent avec la norme européenne. J'en ai fini avec la présentation rapide de l'accessibilité numérique. Et je suis à vous, de manière intellectuelle à minima, pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Christophe? Oui. Promis, c'est pas un troll. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'IA en fait pour l'accessibilité? Dans le sens où si par exemple on pouvait utiliser de la reconnaissance d'images automatisée pour aider à la création des attributs alt par exemple, évidemment ça nécessite un traitement humain derrière quand même, mais ça permettrait peut-être au moins d'amener des premières bases et de proposer en fait déjà montrer l'importance en fait que ça peut apporter. Est-ce que tu as des pistes là-dessus? Ouais, pourquoi pas. En fait, je suis tenté de dire pourquoi pas. Alors aujourd'hui, l'IA, on en a beaucoup entendu parler à un moment donné là sur faites des audits, ça ferait des audits tout seul, ça permettrait de tout contrôler tout seul. Ça, c'est pas le cas. Par contre, aujourd'hui, on peut s'en servir pour traiter des alternatives d'image. On peut s'en servir aussi là où c'est intéressant et pertinent sur des vidéos. Sous-titrer une vidéo, créer une transcription textuelle à une vidéo, ça peut être fait par l'IA. Contrôler évidemment après derrière, parce que les sous-titrages automatiques, si on voit celui qui est proposé par YouTube, il n'est pas suffisamment pertinent de manière générale, mais en tout cas, ça peut être une bonne solution pour amener le sujet, dégrossir. Voilà, tous les principes qu'on peut trouver, notamment pour la création alternative, hein, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, je n'ai rien contre l'IA. Je trouve que ça peut être un super outil quand c'est bien utilisé. Et là, ça peut être bien utilisé pour proposer des alternatives, notamment, je vois le cas des vidéos, parce que les vidéos, c'est très très lourd et très coûteux. Il y a des personnes dont c'est le métier de transcrire des vidéos. C'est très coûteux, ça peut être très long sur une vidéo de plusieurs minutes, voire plus. Ça peut être assez long. Donc oui, l'IA dans ce sens-là, oui, je pense que c'est une bonne idée. J'avais une question par rapport au design, en fait, de savoir si l'accessibilité est incompatible avec le design et de savoir si c'est possible d'avoir un site vraiment conforme RGA qui reste design et agréable à regarder. Même si, Oui, effectivement. oui, bien sûr. Parce que du coup, on a l'impression qu'on est obligé de faire un peu des compromis et des choix. Alors, oui et non. C'est une super réponse, hein. Oui et non. Oui, on peut. Oui, on peut faire accessible avec un design joli. Non, dans certains cas, on va être quand même contraint. Mais quand je dis non, c'est pas un non franc et direct, c'est un non mais. On peut proposer des solutions aujourd'hui avec des alternatives. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans l'idée d'avoir un site incroyablement joli avec des couleurs qui peuvent être aussi à la charte d'une société qui ne sont pas conformes. Je prends un exemple ici, une société qui n'a un exemple, ouais, vous en avez plein, hein, mais des exemples qui ne sont pas conformes. On peut toujours mettre en place un mécanisme de remplacement, on appelle, qui va permettre de switcher les couleurs au moment où l'utilisateur utilise. C'est un peu le principe du dark mode qu'on retrouve aujourd'hui pas mal de fois. Alors, on ne va pas utiliser le dark mode pour ça, parce qu'on va s'assurer d'avoir un mode qui s'appelle vraiment accessible ou contraste renforcé, ou quelque chose qui permet aux personnes handicapées de savoir que s'il active, ça va être mieux. Mais on peut très bien faire ça, on peut très bien proposer ça. Pareil pour des choix graphiques ou de directeurs artistiques un peu fous, hein, vous en connaissez tous, qui ont des idées incroyables. Ça pose pas de souci en fait si on a une alternative à côté. C'est-à-dire que tu peux avoir un carrousel magnifique. Je reprends comme exemple des carrousels, vous allez dire que je déteste ça. Mais à côté de ça, on va avoir une alternative avec le même texte, le même contenu qui est dispo à côté. Et ça permet d'avoir le même niveau d'information. Donc on peut très bien faire des sites très jolis. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples, puisque les sites conformes, ils sont souvent très simples en blanc et noir. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'effort qui a été fait pour certaines sociétés, mais il y a des sociétés qui arrivent aujourd'hui à avoir des sites un peu jolis quand même. Alors après, joli, une question de goût, mais vous en avez quelques-uns qui arrivent à être assez conformes. Vous avez des métropoles notamment, alors c'est pas dans l'e-commerce, mais des métropoles qui ont réussi à faire des sites conformes. Vous avez la métropole Grenoble-Alpes Métropole, vous avez la communauté du Pays Basque aussi, qui ont des sites qui sont 100% conformes et qui sont plutôt jolis. Après, vous allez me dire, il a des goûts douteux celui-là, mais en tout cas, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on peut voir le reste du temps sur l'élément. E-commerce, c'est tellement vaste qu'on n'a pas d'exemple d'éléments. Déjà, on n'a pas de site 100% conforme et après, sur cette réponse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour et merci pour la conférence déjà.
J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer par la première, on verra si on a le temps pour les autres. Est-ce que tu as des références de sites e-commerce qui pourraient servir d'exemple, faire quoi on peut tendre, ou est-ce que c'est vraiment, il n'y a rien? Aujourd'hui, qui sont réellement conformes, il n'y en a pas. Réellement conformes, en tout cas, j'en connais pas. Il y a quelques sites, j'en ai parlé, qui sont à 100% conformes. Et même sans aller parler de 100% de conformité, il n'y a pas vraiment de sites aujourd'hui e-commerce qui sont partis dans cette démarche-là de passer sur l'accessible. Je pense que ça va arriver, puisque depuis le 28 juin, ils sont obligés, théoriquement. Donc quand les contrôles arriveront par la manière forte, ils y arriveront. Mais il n'y a pas aujourd'hui de site e-commerce, en tout cas, je ne connais pas. Il y en a certainement un qui ont fait un effort sur l'accessibilité ici, mais il n'y a pas de référence. Je pose la question parce que j'essaye en tout cas de créer une boîte dans l'accessibilité. Et je suis tombé sur plein de sites qui vendent des produits spécifiquement pour les personnes déficientes visuelles. Et ce sont des sites e-commerce. Et je me demande si en fait ils sont utilisables par les personnes aveugles. Je n'ai pas fait le test, du coup je ne sais pas. Non, alors je peux pas répondre mais, directement, mais il y a plein de sites, en tout cas même des sites d'associations de personnes handicapées qui sont non conformes. Donc le principe ici, il est quand même assez... on a quand même des solutions. Ok, j'ai encore le temps pour une petite question. Et tu parlais de se former. Est-ce que tu as des pistes sur où est-ce qu'on peut trouver justement les éléments pour se former sur l'accessibilité numérique? Alors chaque Scarno, on donne des formations. Donc on a des formations. Après, sans parler de formation payante, mais tu peux te former, tu peux en tout cas lire. Il y a un guide qui s'appelle le guide des impacts utilisateurs, qui est un guide qui est français, qui est un peu vieux, qui est pas très joli, mais qui contient plein d'informations. Et sinon, tu as les Understanding WCAG. WCAG, c'est Web Content Accessibility Guidelines, donc c'est la norme internationale d'accessibilité. Et les Understanding permettent de comprendre un petit peu les impacts utilisateurs et les besoins de ces personnes-là. Et donc en partant de là, tu peux avoir pas mal d'informations dessus. Et après, tu as pas mal d'outils après pas mal d'articles, plutôt de blogs qui te permettent d'avoir des informations sur l'accessibilité aussi. J'ai une petite question. Bonjour, merci pour ces infos. Vous pensez quoi des plugins qu'on voit parfois sur certains sites? Je pense par exemple le site d'Isover, où il y a des petits plugins qui sont ajoutés, type Facility A, quelque chose comme ça, ou avec des toggles, on peut adapter. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, c'est utile, et c'est une alternative à court terme quand on a un site pas accessible? Alors, vaste sujet, les outils sur couche. Je ne vais pas forcément entrer dans ce débat-là, puisqu'il y a quand même pas mal de choses en ce moment. Il y a même des décisions de justice qui sont prises autour de ces outils-là. Juste, je vais vous donner une décision de justice qui a été prise aux États-Unis, une société qui s'appelait Accessibi, qui fait des outils sur couche et qui a été condamnée à $1 million d'amende pour publicité mensongère, parce qu'en réalité, ça ne permet pas de rendre accessibles les sites internet. Donc, ce qui peut être fait dans un premier temps, en fait, ces outils sur couche, ils vont surtout faire une surcouche visuelle. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte tous les impacts autres, les impacts pour les personnes qui naviguent au lecteur d'écran, ou les personnes qui naviguent avec un contrôle vocal, par exemple, ne sont pas prises en compte. Donc, ce qui fait que ce n'est pas une réponse absolue à ce qu'on peut trouver ici. Je ne déconseille pas de l'utiliser parce que je ne veux pas me retrouver au tribunal. Je ne vous dirai pas ça devant tout le monde. Mais en tout cas, faites attention quand vous l'utilisez. Ça peut être assez problématique, en tout cas, et ça ne réparera jamais un site qui est cassé.